plus en plus de monde arrive. On commencera dans 2-3 minutes, le temps de laisser à tout le monde de s'installer, de se connecter. Et c'est Laurent qui ouvrira le bal. Alors, on nous a dit dans un autre webinaire qu'on devrait avoir une petite musique d'attente. Donc, c'est quelque chose à laquelle je regarderai pour la prochaine fois, avoir des musiques libres de droit, parce qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut. Une musique d'ascenseur. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On attend 1 ou 2 minutes encore pour laisser à tout le monde le temps de se connecter. Normalement, vous êtes placé en mute automatiquement quand vous rejoignez le call, le bridge. Bien, je vois que le taux d'arrivée commence à ralentir. J'espère que tout le monde a eu le temps de se connecter. Bonjour et bienvenue. Je passe la parole à Laurent Belette d'OBS. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir pour cet événement digital local basé sur la région Nord et Est. Je voulais en premier lieu vous remercier de votre présence. Alors pourquoi un événement aujourd'hui qui rassemble Amazon Web Services et Orange Business Services? Faut bien avoir en tête que le partenariat entre ces deux entreprises date de plus de 10 ans. Il était historiquement fait sur une offre, en tout cas un service chez Orange appelé Galerie, qui permettait une interconnexion ces services existant toujours, bien sûr, une interconnexion sécurisée, performante et directe sur les data centers d'AWS. S'en est suivi des travaux communs autour de la sécurisation des plateformes de services. Mais aujourd'hui, on est pleinement conscient que vos enjeux sont autour de la transformation digitale de votre entreprise et que cela amène tout un tas d'interrogations, de questionnements. Déjà, premier lieu sur le cloud, comment opérer cette migration de move to cloud, quels services, à quel rythme, vers quels hyperscalers, la data. Comment tirer aujourd'hui un maximum de richesse de la data que vous détenez, comment aussi pouvoir accéder et profiter de la data qui est à disposition à l'extérieur de votre entreprise, et tout ça se faisant dans un environnement parfaitement sécurisé. Alors pour réussir ces migrations, il y a à nos yeux 2 enjeux majeurs qui sont le premier, de tenir compte de l'existant, heu, de votre passif. Vous avez des infras que vous utilisez, et le deuxième, d'être toujours dans une projection de comment je prépare l'avenir, comment je serai capable demain d'innover, de pouvoir intégrer les dernières innovations technologiques, de pouvoir gagner en efficacité au sein de mon entreprise. Et aujourd'hui, nous, on est convaincus que c'est au travers de services tels que ceux proposés par AWS que en tout cas, ces bénéfices peuvent être tirés. Et c'est pourquoi, très récemment, c'était fin 2010, un accord stratégique a été signé entre AWS et Orange Business Services pour viser à certifier 3000 experts, que ce soit des experts de la sécurité, des experts du cloud ou des experts de la data, pour être en capacité de vous accompagner sur l'ensemble des migrations Move to Cloud que vous êtes en train d'opérer ou que vous opérerez dans les prochains mois. Voilà, et c'est en ces quelques mots que
je souhaitais lancer cette matinale. Je vous remercie encore une fois de votre participation et je passe la parole à Sébastien. Merci Laurent pour ce mot d'introduction. Nous sommes nombreux autour de la table ronde, fût-elle virtuelle aujourd'hui, puisqu'il y a Alexis qui s'occupe des Professional Services, directeur des Professional Services et Manager Services chez OBS. Nous avons Gauthier, Sales Manager d'AWS. Ah oui, les vidéos sont peut-être pas dans le même ordre que chez moi. J'allais dire en haut à droite, mais peut-être que vous voyez Gauthier à un autre endroit. Laurent s'est déjà présenté. En guest star, nous avons aussi Ronan, qui est responsable du centre de compétences AWS chez OBS, et Jocelyn, qui est account manager chez AWS. Jocelyn et Ronan ont accompagné nos deux clients qui ont gentiment accepté d'être présents et de témoigner aujourd'hui. Dans l'ordre d'apparition à l'écran, j'ai envie de dire Hervé Lejouan, qui est CEO et fondateur de Privoni. On aura une discussion ensemble tout à l'heure et j'aurai également une discussion avec Christophe Gervais, qui est CTO chez NoCP, un métier que j'ai découvert en préparant ce webinaire et on reparlera un peu plus. On va parler finance, on va parler sécurité à la fois avec Privoni et avec NoCP, mais deux angles de la sécurité différents, puisque Privoni c'est la sécurité sans dévoiler ce dont on va parler tout à l'heure de nos données personnelles, et Christophe on parle plutôt environnement financier. Voilà, c'est un petit teaser pour ce dont nous allons parler tout à l'heure. Mais avant ça, je voulais ouvrir la table ronde avec une discussion avec Gauthier et Alexis. Juste deux petits mots de logistique et d'organisation. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là pour vous et pour répondre à vos questions. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions stupides. Donc vous posez les questions, soit dans le chat qui se trouve en principe en bas à gauche de Scheim, ou alors vous ouvrez le micro, éventuellement vous ouvrez la caméra si vous en avez une ou si vous souhaitez le faire. Il n'y a pas d'obligation évidemment. Et vous prenez la parole. Notez que le webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas parler, enfin, si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement, posez vos questions dans le chat plutôt qu'avec le micro et la voix. En principe, vous avez une petite icône d'une main levée également. Si vous avez une question, si vous voulez pas interrompre, vous pouvez lever votre main et abaisser votre main. Et on voit dans le chat les personnes qui demandent à poser vos questions. Voilà, ça c'était pour la logistique. J'espère ne rien avoir oublié. On terminera, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers 11h45. Donc on est parti pour une bonne heure et demie. Gauthier, Alexis, c'est vers vous que je me tourne. On va structurer cette heure et demie en trois parties. Une partie, pourquoi le cloud, et vous travaillez au quotidien avec des clients qui décident de migrer vers le cloud, donc vos perspectives, votre expérience m'intéresse. Ensuite, donc les témoignages d'Hervé et de Christophe, et puis on terminera avec vos questions et réponses, mais n'hésitez pas à poser des questions à tout autre moment. Vous avez des experts en face de vous, donc profitez de cette occasion. Alors pourquoi le cloud? Vaste question. Vous accompagnez tous les deux des clients qui décident de migrer dans le cloud. Vous avez ce type de conversation tous les jours. Selon vous, quels sont les facteurs clés qui décident une entreprise, grande ou petite, à migrer, à faire cet effort de migration vers le cloud? On peut peut-être commencer par Alexis. Bonjour à tous, merci Sébastien. Alors c'est une vaste question, pourquoi on migre vers le cloud et quels sont les intérêts? Ce qu'on peut dire en résumé, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ce qui est fondamental, c'est que le cloud est un sujet qui touche toutes les entreprises et tout secteur d'activité. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui une organisation qui n'aurait pas intérêt à migrer vers le cloud. Et les triggers qu'on va rencontrer principalement, c'est d'abord, on était sur des approches très infrastructure en disant, et ça c'était vrai il y a quelques années, j'ai besoin de rationaliser mes infrastructures, je veux faire des économies de coûts. Donc finalement, plutôt que d'investir dans mes data centers on-premise ou d'aller chez un hébergeur, je vais me tourner vers un hébergeur cloud. Et de plus en plus, parce que les entreprises comprennent que le cloud, en fait, c'est pas seulement un sujet IT, infrastructure, mais en fait, c'est un catalyseur d'innovation. Et de plus en plus, le moteur prépondérant pour basculer vers le cloud devient la capacité d'innovation qu'apportent les cloud providers. Et je pense que les témoignages qu'on va voir aujourd'hui d'Hervé et de Christophe en sont des preuves, c'est-à-dire que si on regarde les innovations dans le monde des entreprises de ces 10 dernières années, et notamment avec l'arrivée d'acteurs digitaux qui sont prépondérants et qui gagnent des parts de marché et qui vont bouleverser des entreprises établies, et au cœur de leur stratégie, on a souvent le cloud. Et donc aujourd'hui, effectivement,
nos clients nous demandent de les accompagner vers cette transformation cloud parce que dans le cloud, on va trouver des services qui sont optimisés, des services qui permettent d'innover, qui permettent de repenser ces processus métiers, qui permettent de développer des nouveaux business et qui, évidemment, derrière, apportent aussi le sujet premier que j'évoquais, c'est-à-dire réduire les coûts, la rationalisation des coûts, parce qu'on a une infrastructure qui est effectivement optimisée, ça coûte beaucoup moins cher pour peu qu'on a les bons triggers pour optimiser cette infrastructure. Et puis également, ça peut apporter de la sécurité. Donc ça, c'est aussi un élément très important. C'est-à-dire que aller vers le cloud, on va avoir la sécurisation, que ce soit pour des backups, de la résilience, mais même pour des mécanismes accrus de sécurisation. Donc aujourd'hui, il y a vraiment, je dirais, tout un éventail de catalyseurs et de triggers pour aller vers le cloud. Donc, si je résume ce que tu as dit, le coût, la sécurité, mais pas que, vraiment une stratégie de transformation d'organisation, et tu as utilisé un mot assez fort qui est catalyseur d'innovation. Donc là où on voyait peut-être, où les clients voyaient l'IT comme un centre de coût dans le passé, ils le voient comme une arme stratégique maintenant, comme un moyen d'accélérer ou de commencer ou d'accélérer une innovation. Côté AWS, c'est le même genre de constat que tu fais, Gauthier ? Oui, bonjour à tous. Merci Sébastien et Alexis. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'Alexis vient d'expliquer. Aujourd'hui, ce que je constate avec nos clients, c'est qu'on a de plus en plus de PME, on a de plus en plus de TI françaises qui se tournent vers le cloud, à la fois pour réduire les coûts, c'est un driver indéniable, mais l'idée aussi, c'est vraiment de transformer leur entreprise. Un projet de transformation digitale, c'est un projet global, c'est un projet d'entreprise, à la fois pour être plus agile, pour gagner en flexibilité, pour innover plus facilement, mais aussi pour libérer la créativité des équipes techniques. Ce qu'on remarque au quotidien, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette recherche de réduction des coûts IT, c'est la première motivation qui est citée quand on interroge les entreprises sur leurs raisons de migration dans le cloud. Mais a posteriori, en fait, quand on analyse le ROI des projets de transformation digitale, on se rend compte que c'est finalement la partie immergée de l'iceberg uniquement. L'idée d'une migration dans le cloud, c'est de s'affranchir des tâches sans valeur ajoutée, c'est-à-dire racker, administrer, patcher des serveurs pour recentrer les forces des équipes vers des tâches à valeur ajoutée, notamment la création de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles features sur leurs applications. Donc c'est vraiment l'idée globale d'une migration dans le cloud AWS. Ensuite, un autre atout qu'on voit d'une migration vers le cloud AWS, c'est de dérisquer l'innovation. L'idée, c'est qu'il n'y a pas d'engagement, on a une facturation qui est à la demande, on paye pour les ressources qu'on utilise, que ce soit en termes de compute ou de stockage. Et donc, le fait de ne pas avoir de gros investissements en amont, mais de payer à l'utilisation, ça permet justement d'essayer, ça permet de mettre en place des POC, ça permet de mettre en place des idées à moindre coût, et justement, ça libère la créativité puisque les équipes techniques peuvent oser se tromper finalement. Donc centré sur le business, ne plus s'occuper de tâches à faible ou à aucune valeur ajoutée. Tu parlais de mettre des serveurs dans des racks. Je compléterais même en rajoutant installer des systèmes d'exploitation, patcher, etc. Comme tu l'as dit. C'est un peu de la plomberie finalement de l'informatique et c'est pas ça qui fait une valeur ajoutée pour les applications, qui fait qu'il y aura un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Ça peut faire un peu peur de parler de transformation d'organisation, etc. On ne parle pas juste de migrer des serveurs ici. D'où l'importance de bien se faire accompagner et d'où l'importance de ce partenariat entre OBS et AWS dont Laurent a parlé. On peut revenir un peu sur ce partenariat, la valeur ajoutée pour vos clients, Alexis ? Oui, avec plaisir. C'est vrai que en résumé, ce qu'on vient de dire avec Gauthier et les sujets qu'on a évoqués, c'est que le cloud, ça permet d'apporter un ensemble de services phénoménaux, et notamment la richesse des services AWS est exceptionnelle à n'importe quelle entreprise. Et ça, c'est aussi un atout majeur du cloud, c'est-à-dire qu'il y a une démocratisation de l'accès à l'innovation aux ressources informatiques qui est sans commune mesure. Donc aujourd'hui,
Alors qu'il y a encore quelques années, seuls les très très grands groupes pouvaient s'offrir une infrastructure vraiment on va dire de pointe ou en avance, ou des services informatiques vraiment investir massivement. Aujourd'hui, AWS, de par la richesse du catalogue et de par je dirais en plus sa richesse géographique, puisque vous pouvez aller dans n'importe quelle région du monde maintenant utiliser les services AWS, eh ben, on a ce catalogue phénoménal de ressources prêtes à l'emploi. Derrière, et pour faire écho à ce que tu citais, Sébastien, effectivement sur le patching, sur le rackage, ce que l'on voit, c'est que un service informatique, une DSI dans une entreprise, son métier, c'est pas d'aller faire de l'incacaillerie, de jouer, ou voire même des fois de développer des applications. Son métier, c'est de fournir une infrastructure, un système d'information qui réponde aux besoins de ses utilisateurs et de ses clients. Et donc, toute l'énergie qui va être libérée sur ces tâches, effectivement, qui sont prises en charge par AWS, ça permet d'apporter énormément de créativité. Et ça permet de repenser ces cycles de développement, ça permet de raccourcir le fait entre j'ai une idée, moi en tant que chef d'entreprise ou moi en tant que directeur commercial, et comment je la mets en œuvre. On raccourcit ces délais parce qu'on adopte des nouvelles façons de travailler et parce que derrière on a la puissance des services AWS. Mais évidemment, pour mettre ça en place, ça se fait pas comme ça, parce qu'il y a un changement de culture, et puis surtout, il faut maîtriser cette technologie. Et donc, tout le sens du partenariat qu'on a établi ensemble, il repose sur deux choses fortes. La première, c'est qu'on a un leader incontournable du service cloud qui est AWS, leader notamment de par l'innovation, sa présence sur le marché, et un des plus, je dirais, vieux sur ce marché du cloud. Et l'autre côté, c'est la capacité d'accompagnement d'Orange Business Services. Donc, nous, on est également présent sur le cloud depuis une dizaine d'années. Et donc, on a développé toute cette maturité d'accompagnement, de transformation de nos clients vers ces sujets du cloud. Donc, en fait, on a vraiment une complémentarité très forte entre un fournisseur de services innovant et derrière une entreprise de services d'accompagnement sur des sujets de data, d'architecture, de migration. Donc nous, on va aider en fait nos clients à adopter, à opérer, à déployer des nouvelles applications sur AWS. Si on prend une analogie pour faire simple, on va dire nos clients aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir, je dirais, une Formule 1 pour faire avancer le SI de leur entreprise. AWS fournit le moteur de cette Formule 1, vraiment un moteur très performant, et autour, on a besoin d'une écurie pour faire en sorte que cette Formule 1 effectivement avance et aille exactement là où l'entreprise veut l'amener. Et c'est tout le sens et la complémentarité de notre partenariat entre OBS et AWS. Si, en fait, on parle souvent d'un voyage vers le cloud, et donc quand on prend un voyage sur un nouveau chemin, c'est toujours bien de se faire accompagner et d'avoir quelqu'un qui tient la main, histoire d'aller dans la bonne direction. Côté AWS, nous avons, enfin je dis nous parce que je fais partie d'AWS aussi, nous avons tout intérêt à travailler avec des partenaires comme OBS. Gauthier? Tout à fait, je confirme ce qu'Alexis disait et ce que tu dis, Sébastien, également. Une migration dans le cloud AWS, c'est un voyage, donc on a besoin d'être bien accompagné. Historiquement, AWS a plusieurs millions de clients actifs partout dans le monde. On parlait historiquement du cloud. Enfin, quand on parlait du cloud à ses débuts, on pensait forcément aux startups. Aux États-Unis, des entreprises comme Netflix ou comme Airbnb ont commencé sur AWS et ont grandi avec les services d'AWS et en ont profité pour se développer sur leur marché local, mais aussi à l'international. En France, on a des startups comme ManoMano ou comme Quanto qui se reposent entièrement sur AWS pour se développer. Mais on a également 80% des entreprises du CAC 40 qui se reposent sur AWS pour développer leur DSI. Je pense notamment à Veolia ou à Engie. Et puis, on voit aujourd'hui qu'on a les PME, les ETI qui souhaitent elles aussi profiter des économies d'échelle qui sont induites avec le cloud et qui veulent innover, se transformer. Je pense notamment des entreprises comme Millésima, comme Keobiz ou comme Handicall qu'on accompagne au quotidien dans leur voyage vers le cloud. Et ce voyage, cette transformation vers le cloud, il ne faut pas la faire seul évidemment. Il faut être conseillé, il faut être accompagné par des entreprises, par des partenaires d'AWS qui ont cette compétence et qui ont développé leurs compétences techniques sur les services d'AWS.
pour nous, OBS est bien évidemment un acteur de confiance qui connaît le métier de ces entreprises, qui travaille au quotidien sur le terrain avec des entreprises françaises et qui a notamment des agences dans chaque grande ville, un petit peu partout en France. Donc ça, c'est un gros atout d'OBS. Donc cet aspect complémentarité dans le conseil et dans l'implémentation entre OBS et AWS, c'est évidemment quelque chose sur lequel il faut que les entreprises se reposent pour s'assurer du succès de leur projet de migration dans le cloud. C'est marrant que tu parlais de Conto comme startup qui utilise AWS parce qu'ils seront présents au Summit AWS. Je fais une toute petite pub tant que je vous ai là. Summit, c'est le 9 et 10 juin prochain, 2 jours de Summit. Il y aura des retours d'expérience de nombreux clients. OBS sera présent d'ailleurs. Il y a une session OBS également et une session avec Conto. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez vous inscrire. C'est évidemment gratuit et c'est en ligne. Alors, un des facteurs que vous avez tous les deux mentionné comme étant un des facteurs de migration vers le cloud, c'est le coût. Pourtant, quand je parle avec des clients, parfois on me dit oui, mais au début, c'est pas nécessairement vrai. C'est pas, parfois on a des mauvaises surprises sur les premières factures ou les 2 premières factures, les 2 premiers mois. Une douche froide, même m'a dit un client. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'on transforme ces mauvaises surprises en bonnes surprises au fil du temps? Gauthier, puisque tu parlais, je te laisse continuer. Oui, c'est effectivement une très bonne question et un vrai sujet à appréhender dès le début. Ce qu'on constate, nous, avec 15 années de recul et d'expérience sur le marché du cloud chez AWS, c'est qu'une migration dans le cloud entraîne une réduction des coûts de l'IT d'à peu près 30%. Mais que cette réduction de coûts, elle n'est pas instantanée. On va dans un premier temps opérer souvent ce qu'on appelle un lift and shift, c'est-à-dire qu'on transpose les environnements qui étaient historiquement on-prem sur le cloud AWS, et une fois que les workloads sont stabilisés sur le cloud, à partir de ce moment-là, on va pouvoir avoir une approche de FinOps pour optimiser les coûts des infrastructures et des architectures de nos clients, et à partir de ce moment-là, on va pouvoir vraiment activer différents leviers pour optimiser les coûts. Il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Nexity, qui a fait le choix de devenir une entreprise de data centerless, comme ils l'appellent. Donc, ils avaient historiquement 2 data centers en propre. Ils ont fait le choix de les fermer et de tout migrer sur le cloud AWS il y a de ça 2-3 ans. Ça représente à peu près 460 applications qu'ils ont migrées. Et le témoignage de leur CTO à l'issue de la migration, et donc après cette phase de stabilisation et d'optimisation des coûts dans le cloud, c'est une réduction d'à peu près 40% de leur budget IT sur la partie hébergement des applications. Donc il y a vraiment une différence significative, mais elle ne se fait pas en deux clics de souris, on va dire. Mm-hmm. Et Alexis, c'est justement votre métier aussi d'aider les clients à optimiser leurs factures et optimiser leurs coûts. Oui, absolument. C'est vrai que, comme le dit Gauthier, finalement, si on adopte le cloud avec les mêmes principes et la même façon de travailler qu'on le fait dans un monde sans cloud, on va dire dans une infrastructure legacy, les bénéfices sont relativement mineurs parce qu'en fait, ce que l'on va gagner, c'est on va s'appuyer effectivement sur AWS qui a massifié, qui a mis en place des process automatisés, donc qui permet de faire une réduction significative quand même des coûts d'informatique, mais c'est pas là où on a la plus grosse, les plus grosses réductions. Ce qui va être vertueux, en fait, c'est de considérer que quand l'on migre sur AWS, on va pas chercher seulement des briques d'infrastructure, du stockage, du serveur, des équipements réseau comme on le connaît. On va chercher des services qui apportent de la valeur. On va chercher, en fait, on est je dirais, même comme dans un magasin, un énorme store, hein, même un magasin de bonbons pour les geeks, il y a des services partout qui sont phénoménaux, des services d'IA, de data, d'intelligence artificielle, qui sont extrêmement faciles à utiliser. Ça permet de réduire les lignes de code de manière considérable, etc. Donc, mais voilà. Encore, il faut apprendre à utiliser tout ça et à intégrer ça de manière intelligente. Donc, pour rester sur l'analogie du magasin de bonbons, si vous laissez des enfants dans un magasin de bonbons, ils vont aller manger tout et n'importe quoi, consommer dans tous les sens. Et au final, on peut avoir des factures qui sont finalement assez chères, assez onéreuses, parce qu'on n'a pas mis en place un certain nombre de bons principes. Et c'est effectivement
tout le sujet du domaine du FinOps qu'évoquait Gauthier, c'est-à-dire que aller vers le cloud, c'est d'abord comprendre qu'il y a des gains véritablement très importants à partir du moment où on va transformer un peu ces applications, où on va les consommer, des services à valeur ajoutée. Il faut y aller parce que c'est là où on a la valeur. Et en même temps, c'est mettre aussi un certain nombre de règles, de principes, écrire des choses, ne pas faire tout et n'importe quoi, tout n'importe comment. Et donc voilà, et donc c'est là aussi nous on accompagne nos clients et ça commence dès l'amont, c'est-à-dire que tout de suite, quand on arrive sur des plateformes AWS, on va définir ce qu'on appelle une landing zone, on va définir un certain nombre de patterns de sécurité, on va mettre en place des règles de gouvernance, c'est-à-dire qu'on va identifier les ressources qu'on utilise, on va s'appuyer sur des mécanismes qui permettent d'arrêter, de démarrer les applications de manière automatique. On va aussi regarder la taille des serveurs. Dans un monde traditionnel, quand on a besoin d'une application, à l'époque, on dit voilà, on a un besoin, on size un peu les besoins de CPU RAM, et puis généralement on prend un serveur qui est un peu plus important parce que on va être sécurisé, etc., etc. Et puis ces serveurs dorment. Dans le monde du cloud, les paradigmes sont différents. On a la possibilité de faire de l'autoscaling, donc de prendre des petites instances qu'on va répliquer de manière massive, de démarrer des services de manière automatique. Donc il y a effectivement un potentiel de réduction de coûts qui est phénoménal, mais ça demande effectivement de mettre ça en place de manière structurée, de regarder application par application comment on peut l'optimiser, de travailler avec les métiers. Et c'est là aussi où il y a un changement par l'arrivée du cloud, c'est-à-dire que c'est plus l'informatique, les métiers d'un côté, c'est tout le monde se parle et on comprend quels sont les enjeux des applications, quelles sont la population ciblée, la criticité, et ensemble, métiers et puis DSI, on va regarder le meilleur chemin pour l'application. Et donc nous, effectivement, côté OBS, tout notre métier et notre valeur, c'est d'accompagner nos clients justement dans cette maîtrise de consommation, de transformation sur AWS. Ma grand-mère me disait toujours d'éteindre la lumière en quittant une pièce, c'est la même chose dans le cloud. On ferme les serveurs quand on ne les utilise pas. Je parlais avec un client qui me disait juste sur son environnement de développement, arrêter les serveurs la nuit, les week-ends, les jours fériés, en comptant des longues journées, disons 10-12 heures d'arrêt. Ça fait déjà 50% de coûts en moins sur cette partie-là de l'infrastructure, ce qui est significatif. Je suis surpris qu'on n'ait pas encore parlé de sécurité, parce que souvent la discussion coût vient en même temps que la discussion sécurité. On reviendra sur les cas les cas d'usage, les besoins et l'utilisation du cloud AWS de Privoni et de NoCP juste après. Mais la sécurité, c'est la priorité première des clients. C'est une des premières questions. Où sont mes données? Où vont-elles? Qui y a accès? Certains clients qui comprennent le modèle de sécurité du cloud nous disent même que le cloud est plus sécurisé qu'une infrastructure traditionnelle. Comment tu convaincs les clients? Est-ce qu'il faut convaincre les clients, Gauthier? Quelle est la réponse d'AWS sur ces questions de sécurité? Ouais, la sécurité des données et des infrastructures de nos clients, c'est vraiment la première priorité chez AWS. Donc c'est au-delà d'être une obligation pour nous, c'est aussi un facteur et un critère de choix pour les entreprises qui font le choix de migrer sur AWS. Aujourd'hui, sur la plateforme AWS, on dispose de plus de 230 services et fonctionnalités pour permettre à tous nos clients et nos partenaires de sécuriser leurs environnements IT. En France, aujourd'hui, on a des entreprises dans le domaine bancaire, dans le domaine assurantiel, je pense notamment à Euler Hermès, je pense à Euronext ou à la Mutuelle Générale, qui ont fait le choix de migrer des applications et d'exécuter des applications dans le cloud AWS, ce qui veut dire que tous les niveaux de sécurité et de protection des données dont ils ont besoin sont bien présents sur la plateforme que nous mettons à la disposition de nos clients. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que peu importe la taille de nos clients, que vous soyez une start-up, une PME ou un grand groupe du CAC 40, tous les clients disposent des mêmes fonctionnalités et des mêmes niveaux de sécurité sur la plateforme AWS. Des contrôles de sécurité qui sont extrêmement exigeants, que ce soit pour la gestion des données personnelles, des données bancaires ou des données de santé.
même si vous n'opérez pas dans ces domaines d'activité finalement. En s'appuyant sur le cloud AWS, vous avez la possibilité de stocker et d'héberger toutes vos données en France. On a ouvert en décembre 2017 une région, qu'on appelle une région en France, à Paris. Donc, c'est-à-dire qu'on a 3 zones de disponibilité, donc 3 ou plus data centers qui sont basés en région parisienne et qui permettent à nos clients de stocker et d'opérer leurs données en France. Un élément qui est également très intéressant, et c'est vrai qu'il y a Engie qui en parle notamment très bien, c'est le chiffrement des données dans AWS. Engie chiffre aujourd'hui plus de 90% de ces données, et cela à moindre coût. Donc c'est vraiment un no-brainer aujourd'hui sur la sécurité et la protection des données dans le cloud. Dans tous les cas, et le message que nous on communique auprès de nos clients pour vraiment dégrossir le sujet, c'est que les clients d'AWS, ce sont eux qui conservent la propriété et le contrôle de leurs données. Donc vous choisissez où elles sont stockées, la manière dont elles sont stockées et les personnes qui y ont accès. Ce sujet de confidentialité, de sécurité, on est intransigeant dessus, et donc on vous donne les moyens de mettre en place tous les process et tout ce qui va bien autour de ça. Et bien évidemment, encore une fois, la complémentarité avec un acteur comme OBS qui a les compétences et qui a un niveau de connaissance de la protection des données, c'est là aussi la force de notre partenariat. C'est un parfaite transition sur la même question pour Alexis. Quand vous accompagnez vos clients dans le cloud, Alexis, quelle est la valeur ajoutée sécurité et quelle est l'expertise sécurité que vous pouvez offrir à vos clients? Comme le disait Gauthier, déjà je pense qu'il y a un point qui est fondamental, c'est considérer que aller vers le cloud, c'est pas moins sécurisé, voire c'est plus sécurisé. Aujourd'hui, à partir du moment où on expose son entreprise sur Internet, ce qui est le cas pour la plupart des entreprises, parce qu'on a besoin d'avoir une vitrine digitale, à partir de ce moment-là, on est raccordé à Internet, on est vulnérable. Et après, c'est un peu, je dirais, comme avoir de l'argent chez soi. Est-ce que l'argent, ces lingots d'or, on les met sous son lit dans sa petite maison, ou est-ce qu'on va les mettre à la banque? On va les mettre à la banque. Je pense que le cloud aujourd'hui à AWS, c'est pareil. C'est-à-dire que là encore, il y a des services qui permettent de sécuriser l'ensemble du système d'information de manière complète, exhaustive, et il n'y a pas de doute en plus sur la transparence des données et la localisation des données. Donc il faut s'appuyer dessus, mais encore une fois, il faut aussi avoir des partenaires et du conseil, des gens qui vont être capables d'opérer, d'intégrer cette sécurité. Donc nous, côté OBS, effectivement, on a tout un pôle de cybersécurité avec Orange Cyberdéfense, plus de 2500 personnes qui travaillent sur ces aspects de sécurité avec ce qu'on appelle des security centers, des cybersoc, donc des centres qui, de manière opérationnelle 24/7, permettent de monitorer, de suivre, de faire l'audit de sécurité et de vérifier qu'il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de faille. Dans nos architectures, quand on accompagne nos clients qui veulent aller vers AWS, on fait donc de la sécurité by design, et il y a énormément de services, donc encore une fois de sécurité. Gauthier parlait du chiffrement, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est backup des données, tout ce qui est mécanisme de résilience, tout ce qui est firewalling, etc., etc. Donc il y a plein de sécurité. Il y a évidemment toute la gestion des logs. Donc dans nos architectures, on va intégrer et mettre de la sécurité by design de manière très renforcée. On a aussi des équipes, donc nos équipes d'Orange Cyberdéfense sont en capacité de faire des tests de vulnérabilité, donc d'auditer comme ça, de scanner une architecture. Et ce qui est véritablement très intéressant, et là où on gagne avec le cloud, c'est que quand on est aujourd'hui dans un environnement de cloud comme AWS, en fait, on scripte son data center. On a un data center, c'est du code. À partir du moment où c'est du code, ça veut dire qu'on est capable de suivre et de scanner de manière industrielle automatique la conception totale du data center, et donc de passer en revue de manière continue, est-ce qu'il y a une faille de vulnérabilité, et de l'adapter en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur des mécanismes classiques quand on a ces serveurs, on rack, etc. Et donc aujourd'hui, aller vers le cloud, oui, ça renforce la sécurité, parce que
il y a ces mécanismes de sécurité déjà très en amont sur les data centers, AWS notamment, des mécanismes d'anti-DDoS, des filtres, etc. En plus, on a ces capacités de chiffrement, on a les capacités, je dirais, de sécurisation d'architecture par nos équipes, on a et également le monitoring 24/7 fait par nos équipes d'Orange Cyberdéfense. Donc véritablement, aller sur AWS avec OBS, c'est un gage d'améliorer sa sécurité de son système d'information. On t'entend plus, Sébastien. En mute, Je pense que tu dois être en mute. Je m'étais en mute parce que j'ai des travaux dans la rue et j'ai pas envie que vous entendiez des coups de tronçonneuse pendant que vous parliez. Merci. Je disais, depuis le temps que vous faites ça, tous les deux, vous accompagnez des clients à migrer vers le cloud. Vous avez vu toute une série de migrations réussies. Est-ce que vous arrivez à détecter des patterns, des comportements plutôt positifs qui sont signes de succès pour une migration dans le cloud? Alexis, est-ce qu'il y a une liste des choses à faire et à ne pas faire? Alors c'est comme toujours, il n'y a pas un chemin unique. Donc ça, d'abord, c'est le premier point. Je pense que la migration réussie dans le cloud, ça va être déjà de ne pas copier nécessairement ce qu'a fait le voisin. Ça, c'est un premier point. Pourquoi? Parce que le cloud, et AWS, c'est une mine de services, mais qui doivent répondre à nos besoins, qui dépendent du secteur d'activité, qu'est-ce que l'on va faire, quelles sont nos contraintes de sécurité réglementaires, quelle est notre maturité, etc., etc. Donc le premier point, et nous quand on accompagne nos clients dans cette migration, le premier point, c'est on va regarder avec eux quelle est leur cible business. Donc ça c'est très important. On va vers AWS pour améliorer son business, améliorer l'efficacité. C'est pas qu'un sujet IT. Donc comprendre les enjeux business et surtout ce qui est important dans les premières étapes, c'est effectivement de définir une roadmap structurée d'adoption du cloud avec un sponsor quand même d'un membre du comité de direction. Donc ça c'est important parce que, encore une fois, il va y avoir un investissement de l'entreprise. Ça va être un sujet informatique, mais on l'a vu, ça va être aussi un sujet on peut ramener de l'agilité davantage entre les métiers et l'IT. Donc il faut qu'on soit convaincu de ça. Donc la migration passe par là. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important aussi, c'est qu'avec AWS, et on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas d'investissement, c'est du paiement à l'usage. Je peux demain là accéder à un service qui est super innovant, voilà, et ça me coûte quasiment rien. Donc il y a cette approche aussi on va dire test and fail ou test and learn. Il faut essayer, il faut il faut innover. Il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que quand on laisse les équipes techniques, des ingénieurs, des opérations jouer avec AWS, à chaque fois ils sont super convaincus, ils sont super happy, et donc ils ont envie de continuer, d'apprendre plus, d'aller. Ça aussi, c'est important. Donc, libérer les énergies, comme on le disait tout à l'heure. Et puis, le dernier point, je dirais, ce qui est aussi important, c'est quand on a défini sa stratégie, qu'on a identifié les personnes qui sont capables dans l'entreprise, effectivement, de monter en compétences et pouvoir être les fers de lance, derrière, c'est avoir une approche application par application. Il y a plusieurs chemins pour aller vers le cloud, c'est les fameux 6 R que peut-être la plupart connaissent. Entre le lift and shift qu'on évoquait, je copie-colle grosso modo mon application telle qu'elle dans le cloud, jusqu'à je la transforme, je la réécris totalement pour aller consommer des services natifs. Et bien là, effectivement, il y a tout un champ des possibles. Est-ce que je vais retransformer complètement mon application? Est-ce que je la prends telle quelle? Quelle est sa pérennité? Quelle est sa dette technologique? Quelles sont les souches logicielles? Quel est le degré d'utilisation, etc., etc. Donc, toutes ces questions sont fondamentales pour savoir qu'est-ce que je fais à mon application. Et donc, nous, on a toute une méthodologie donc éprouvée auprès de nombreux clients justement dans cette adoption et accompagner nos clients pour à chaque fois, en fonction de leur maturité, en fonction de leur équivalent existant IT, de voir quel est le meilleur chemin application par application. C'est de cette méthodologie qu'on va parler dans la session OBS du Summit AWS le 9 et 10 juin prochain. C'est moi qui en parle avec Yann, enfin, qui interviewe Oui. quelqu'un d'OBS. Absolument. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les 6 R, rejoignez-nous au Summit le 9 et 10 juin. Gauthier, c'est difficile de passer après une liste aussi complète. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, c'est effectivement une très vaste question et je suis entièrement aligné avec Alexis qui dit qu'il n'y a pas un chemin unique pour aller dans le cloud. La façon dont Nexity a fermé ses 2 data centers pour migrer dans le cloud est différente du chemin qu'a emprunté
l'Olympique de Marseille, par exemple, pour créer toute sa stratégie de data sur AWS, qui est elle-même différente de la façon dont Bonduel utilise le cloud pour migrer tous ces sites web. Donc, chaque entreprise aura un chemin de migration vers le cloud qui est différent. Pour autant, il y a des facteurs clés de succès que nous, on a réussi à identifier, et Alexis en a nommé certains. L'un d'eux, c'est l'alignement entre le senior leadership de votre entreprise et les opérationnels. Faire un projet de migration dans le cloud, ce n'est pas faire un projet dans son coin, ce n'est pas uniquement un projet IT, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et donc, à partir du moment où c'est un projet d'entreprise, il faut qu'il y ait un sponsorship du management et des équipes opérationnelles pour embarquer tout le monde dans le même navire, j'ai envie de dire. Le deuxième élément qui est aussi intéressant et qui a un facteur clé de succès, c'est d'être ambitieux. Il faut vous fixer un objectif ambitieux, voire agressif, pour migrer dans le cloud. Si vous voulez juste migrer un site web ou faire l'hébergement d'une application, c'est bien, c'est un bon début, mais c'est pas là que vous pourrez bénéficier de toute la palette de services d'AWS et de tous les éléments différenciateurs dont on a parlé dans cette session aujourd'hui. Le troisième, pour moi, c'est l'accompagnement avec des gens, des ingénieurs qui soient qualifiés, qui soient compétents sur AWS, des gens comme OBS notamment, qui pourront vous accompagner dans toutes les différentes étapes de vos projets de migration. Mais c'est aussi un transfert de compétences qui s'opérera dans ce projet pour former vos propres équipes en interne. Ça, c'est vraiment un élément qui est clé pour avoir un projet qui soit réussi à la fin. Donc, se faire accompagner, c'est le message que je retiens de vous deux. Merci Gauthier, merci Alexis d'avoir partagé vos points de vue, vos opinions sur les migrations cloud, les aspects cool, les aspects sécurité. Si quelqu'un qui nous regarde a des questions pour Alexis, pour Gauthier sur ces sujets de coûts, de sécurité, de migration, de méthodologie, n'hésitez pas à poser votre question dans le chat ou à ouvrir votre micro, éventuellement votre caméra, si vous le souhaitez. Je rappelle que la session est enregistrée, donc si vous le faites, vous serez enregistré également. Sinon, je lirai juste votre question et Alexis et Gauthier pourront y répondre. Et je passe la parole à Christophe. On va rester dans le domaine de la sécurité. Mais cette fois-ci dans bonjour Sébastien, bonjour à tous. Bonjour Christophe. Mais cette fois-ci dans un autre domaine métier, un domaine très différent, qui est celui que NoCP s'adresse. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi votre métier? Je souris parce que je sais que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude. On est vraiment dans un monde différent, mais on va voir que les problématiques sont exactement les mêmes en fait. Hein. Puisque l'ensemble des sujets qui ont été abordés, en fait, on les a nous aussi au jour le jour et on les résout aussi bien souvent de la même manière. Donc NoCP, c'est quoi? C'est une société d'investissement qui en fait opère ce qu'on appelle un MTF. C'est Multilateral Trading Facility, c'est une plateforme de négociation, plateforme financière. Et c'est une plateforme qui est en fait régulée. Et ça, c'est très important parce que nous avons un agrément de la part qui a été donné par la CPR avec avis de l'AMF. Et ça, c'est un point crucial parce que ça apporte, je dirais, la sécurité financière donc à nos clients d'avoir ce type d'agrément. Et donc, c'est une plateforme d'échange, d'achat et vente, mais pour acheter et vendre quoi et qui vend et qui achète? Voilà, c'est ça. Alors, on va regarder. Oui, c'est une plateforme de trading, en fait. Hein, voilà, c'est une plateforme de trading et sur un type d'instrument financier, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et globalement, comment ça se passe? On va avoir ce qu'on appelle des émetteurs, hein, des émetteurs de dette qui vont être généralement, en fait, il y a une grosse partie, c'est des émetteurs bancaires pour gérer les trésoreries bancaires. Vous allez retrouver aussi ce qu'on appelle les corporates, qui sont en gros les 200 plus grosses entreprises françaises. Hein, donc toute grosse entreprise française aujourd'hui va utiliser en fait l'instrument qui est le commercial paper pour gérer sa trésorerie. Hein.
Et vous allez aussi avoir des collectivités locales, des régions, des mairies, ou bien la CEDIC aussi, par exemple, les caisses primaires d'assurance maladie. Tous ces différents acteurs-là vont émettre de la dette tous les jours sur le marché financier, donc dette court terme. Et qui vont être les investisseurs? Donc là, je dirais que en règle générale, c'est un marché qui est intermédiaire. Hein. C'est-à-dire que l'émetteur ne va pas directement rencontrer son investisseur. Vous allez avoir au milieu les intermédiaires qui sont les dealers et les brokers. Et ensuite viendra donc les investisseurs. Les investisseurs, ce sont les plus gros investisseurs qu'on peut avoir sur la place. Et classiquement, hein, donc là, ça va être aussi, on va retrouver les banques, des Amundi, hein, qui est des BNP, enfin tout le monde financier qu'on connaît. Quand tu dis émettre un commercial paper ou émettre de la dette, ça veut dire je veux emprunter. En clair, je suis une collectivité locale, je suis une grande société. C'est un emprunt. C'est un emprunt. Et donc, je vais sur votre place de marché pour lever des fonds, en quelque sorte, et les investisseurs peuvent acheter ma dette, donc me prêter de l'argent. J'ai bien compris? C'est un bon résumé? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller faire un emprunt à la banque, hein, classiquement, on va s'adresser au marché, en fait, pour avoir des liquidités, pour gérer sa trésorerie. D'accord. Et surtout avec des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus intéressants que par exemple sur un crédit bancaire. Et donc vous offrez une place de marché pour que ces gens-là puissent se rencontrer et effectuer des transactions. Donc j'imagine un côté sécurité extrêmement élevé, mais un côté transactionnel également. Vous avez peut-être un peu moins de transactions que le Nasdaq, mais des volumes monétaires qui sont beaucoup plus importants. Voilà, c'est ça. La sécurité c'est un enjeu majeur, hein, parce qu'on a obligation en fait de fournir vraiment un ensemble extrêmement sécurisé qui garantit, je dirais, qu'il n'y a pas de vol globalement, vol ou modification d'informations. Parce que on va être quand même sur des marchés qui sont très importants. Hein. Pour donner les chiffres à peu près, il faut savoir que le marché français du commercial paper, qui est ce qu'on appellera le new CP, hein, qui est le type de titre, d'instrument en France, c'est à peu près 300 milliards d'euros. Donc c'est un encours global sur l'année en France. Donc on voit que ça fait déjà quand même des volumes financiers qui sont très importants. Donc on doit nous offrir, je dirais, une sécurité maximum, donc sécurité déjà en termes d'IT, mais je dirais aussi une sécurité en termes aussi également juridiques, financières, etc. Parce que c'est pour ça aussi que nous sommes régulés, parce que nous sommes donc contrôlés et nous pourrons garantir à nos membres, je dirais, l'ensemble de ces éléments de sécurité. Donc c'est un point très important pour nous et un différenciateur par rapport à d'autres potentielles solutions. Voilà, ça c'est vraiment un point important. Donc, sécurité, est-ce qu'il y a d'autres contraintes sur votre système d'information? Alors on va retrouver, je dirais, un peu ce qui a été cité. Hein. Je veux dire qu'on se doit être conforme déjà, aussi bien à la protection des données personnelles, hein, même globalement des données. Donc on appliquera du chiffrement global, hein, sur l'ensemble de données. Une contrainte très forte en termes de résilience, hein, puisque ce qui est très important, c'est d'avoir, je dirais, une disponibilité de nos services qui soit réellement maximum. D'accord. Et donc ça, c'est justement grâce aux solutions AWS. Aujourd'hui, on a vraiment une solution mise en place qui est extrêmement disponible, avec des mécanismes de réplication, des mécanismes de failover multi-AZ, voilà. Et bien évidemment, après, un ensemble de règles de sécurité qui va être donc la gestion de la preuve, qui est un point très très important. Hein. Si jamais on a une réclamation, hein, sur une transaction financière, ce qui pourrait arriver, on doit être en capacité à fournir la preuve et la non-répudiation et prouver la non-répudiation de l'information.
Voilà, donc la preuve est un point important, mais également, bien évidemment, la conformité, je dirais, de l'ensemble de notre stack IT, que ça va des applications avec, je dirais, la détection déjà en amont des potentielles vulnérabilités, mais également la détection des vulnérabilités au sein de l'infrastructure avec la vérification des conformités par rapport, je dirais, aux bonnes pratiques. Tout à l'heure, Hervé parlait de PCI DSS, mais bon, il y a différentes normes et on s'applique à vérifier que les différentes bonnes pratiques sont bien et règles sont bien respectées. Et après, il y a aussi toute la partie justement les services de détection pour détecter au plus tôt des potentielles intrusions. Services qui sont aussi disponibles dans l'environnement AWS. Donc c'est un ensemble de ces solutions qu'on essaye qu'on a mis en place d'ailleurs, de telle manière à offrir l'environnement le plus sécurisé possible. Alors pour mettre en place tout ça, vous êtes fait accompagner par OBS. Quel est le type d'accompagnement? Comment vous avez approché ce projet ou cette transformation? Le premier point déjà, ça a été, je dirais, ce qui est important, c'est d'abord la méthodologie. D'accord? Parce que notre objectif, c'est de pouvoir vraiment nous focaliser sur notre business, qui est le business de société d'investissement. Donc, comment on peut vraiment apporter de la valeur le plus rapidement possible, c'est-à-dire comment avoir une méthodologie. Donc c'est là qu'OBS nous a aidé en fait à mettre en place cette méthodologie, et c'est là aussi où le cloud, comme il a été dit par les précédents intervenants tout à l'heure, où le cloud nous apporte justement une solution pour pouvoir nous focaliser vraiment sur la valeur ajoutée business. Donc ça c'est important. Après, OBS nous a beaucoup aussi apporté sur sur la migration, parce qu'on est parti, je dirais, on a incubé en fait dans un autre cloud, une autre solution. Et OBS a déjà su en fait nous amener sur AWS très très rapidement, parce qu'on s'est aperçu en fait assez rapidement après notre phase d'incubation que le cloud dans lequel qu'on avait initialement sélectionné n'était pas totalement adapté en termes de sécurité, de résilience, etc. Et OBS a été capable de nous migrer vers AWS en 3 mois, ce qui est quand même, je dirais, assez exceptionnel, puisque tout a été refait, tout l'écosystème a été refait, que ça soit ce qu'on appelle notre software factory, avec tout l'ensemble d'automatisation, de chaîne CI/CD a été entièrement refait, ainsi que la plateforme migrée en 3 mois sur AWS. Au bout de 3 mois, on était opérationnel et en production. Donc ça, c'était un point, c'était vraiment un challenge majeur pour OBS qu'il a très bien relevé. Et aussi, donc bien évidemment, OBS nous accompagne au jour le jour dans toute la partie de développement informatique, mais également, je dirais, d'amélioration de notre infrastructure, où là, on a une équipe en mode DevOps qui améliore sprint après sprint en mode agile notre solution et surtout notre produit. Et on a aussi d'autres acteurs comme Orange Cyberdéfense qui eux vont nous suivre aussi de manière régulière en faisant par exemple des audits de pentest ou des audits de risque, puisqu'on se doit, de par notre régulateur, et bon, c'est une chose tout à fait normale, de réaliser vraiment des audits de manière très régulière, puisqu'on on se doit de donner des rapports d'audit IT quand même près tous les ans, et faire des pentests de manière très très régulière pour vraiment valider la sécurité de notre solution. Oui, donc c'était plus qu'un projet, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme. C'est un accompagnement, comme je le disais, méthodologie, infrastructure, application, sécurité. C'est ce qui est, c'est l'apport vraiment, l'expertise, je dirais, d'OBS autour de tous ces sujets qui est vraiment un élément différenciateur.
Et donc là, vous y êtes. La plateforme est lancée. Elle tourne sur le cloud. Tout à fait, oui, tout à fait. La plateforme, elle tourne. Donc aujourd'hui, NowCP, c'est un peu plus de 30 membres qui sont sur la plateforme. Donc à peu près, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais on est en gros sur à peu près 25 émetteurs. On a on a à peu près 6 investisseurs, aussi quelques dealers, je ne me rappelle plus exactement le terme. Et ça va être déjà, par exemple, oui, aujourd'hui, une activité qui commence à monter. Bon, on a été un petit peu impacté, je dirais, par le Covid, puisqu'il y a eu quand même il y a eu quand même un arrêt un peu des transactions, mais là on est reparti avec par exemple des volumes de peu près plus d'1 milliard de publications d'offres chaque jour. Donc voilà, ça c'est déjà et des clients donc, qui adhèrent, qui adhèrent vraiment à notre solution, puisque là on leur offre quelque chose une solution qui leur permet déjà d'avoir de la transparence sur un marché qui, n'étant pas à l'origine digitale, n'offrait pas de transparence. Or la transparence est un point qui est vraiment fondamental pour les émetteurs, connaître leurs investisseurs, avoir une vision globale sur le marché, ce qui n'avait pas auparavant, et surtout aussi, c'est une amélioration des process, puisqu'aujourd'hui, avec NowCP, d'ailleurs on a fait quelques tests avec nos différents membres. On est en capacité à faire ce qu'on appelle du règlement livraison. Donc, c'est-à-dire, on a un émetteur qui va émettre une dette, d'accord ? La dette va être achetée et les fonds vont être reçus ensuite par l'émetteur. Et tout ça en 20 minutes. Alors qu'avant, il faut bien savoir, c'était plus de 2 jours. Donc le différentiel de NowCP est vraiment, avec cette chaîne totalement digitalisée, est vraiment important. Et une efficacité énorme qui va permettre aussi aux trésoriers de gérer en fait leur trésorerie réellement en temps réel. Oui, donc ce qui n'était pas forcément le cas autrefois. Vous permettez à vos clients d'obtenir les fonds pour les dettes qu'ils lèvent, pour les emprunts qu'ils font, beaucoup plus rapidement qu'avant. J'étais en train de réfléchir en t'écoutant, c'est très différent des places de marché plus traditionnelles où il y a énormément de transactions, mais des faibles volumes de transactions. Vous avez tout à fait le contraire. Vous avez peu de clients, probablement peu de transactions par jour, mais des volumes monétaires qui sont énormes. Oui, sont des grosses transactions, parce que je dirais qu'une petite transaction, ça c'est quelques dizaines de millions d'euros, et on pourra aller à quelques centaines sur une transaction à plusieurs centaines de millions d'euros. On voit aussi des très gros tickets qui, c'est plus rare, mais qui peuvent frôler le milliard. Donc effectivement, et donc sur du NewCP, donc c'est du titre court terme sur maturité maximum 1 année. D'accord. C'est l'échéance de la dette, c'est ça ? C'est l'échéance de la dette, oui. D'accord. C'est la dette court terme, Qui passe par chez vous. Merci d'avoir dressé un état, un statut de la plateforme. Comment tu vois le futur de l'évolution de la plateforme, le futur technologique ? Alors, le futur technologique, c'est aussi ça va progresser avec notre business. La première chose, là aujourd'hui, on est en train de couvrir, en fait, d'amener des nouveaux produits, mais des produits européens ont été focalisés sur l'Europe jusqu'à présent. Donc maintenant, là, depuis quelques semaines, nous offrons un nouveau produit qui est l'Euro Commercial Paper. Donc là, je dirais on va couvrir l'Europe. Là, d'un point de vue plateforme, je dirais, il faut que notre plateforme soit en capacité à scaler avec le nombre d'utilisateurs. Ça, c'est un point important. L'objectif, c'est que la taille de la plateforme et les coûts de la plateforme doivent être alignés, je dirais, avec nos clients.
Donc aujourd'hui, on a une plateforme qui est totalement scalable, et donc l'arrivée de nouveaux produits doit amener l'arrivée de nouveaux clients et donc la scalabilité. Ça c'est une première chose. Une autre dimension sur laquelle aussi on va, puisque maintenant on a commencé depuis à peu près un peu plus d'un an, on va commencer à générer de la donnée. Donc le prochain challenge, c'est d'être comment en fait valoriser cette donnée. D'accord, donc on a déjà aujourd'hui étudié en fait des solutions d'agrégation et d'analyse de données avec AWS, parce qu'il y a quand même une gamme de produits très intéressante et très riche dans ce domaine-là. Donc là aussi, ça va être une dimension. Et une autre progression, c'est un peu le point dont parlait Hervé tout à l'heure, c'est la dimension plus internationale, qui sera, je dirais, une troisième étape. C'est comment demain on va être en capacité à répliquer en fait cette plateforme de marché dans d'autres pays, notamment nord-américains ou Asie. D'accord. Donc là, ça va être, je dirais, encore une autre étape, une fois qu'on aura un peu plus mûri sur la partie européenne. Et oui, tout en respectant les règles de chacun de ces pays en matière de, les règles, parce que là, en fait, de résidence des données. Voilà, c'est ça. Les réglementations sont un petit peu, sont toujours très fortes dans les domaines financiers, mais sont différentes entre les différents, je dirais, notamment entre le marché nord-américain et le marché européen. Il y a quelques ressemblances. Si vous avez des questions pour Christophe, pour Hervé, sur leur projet, leur transformation ou migration ou développement pour Hervé plutôt dans le cloud, n'hésitez pas à vous les poser dans le chat, je les lirai, ou si vous le souhaitez, vous ouvrez le micro et vous pouvez poser vos questions en direct. Pendant que vous tapez les premières questions, j'espère qu'il y aura des questions. Moi, j'en ai une pour Ronan. Ronan, c'est tes équipes qui ont accompagné nos CP dans le cloud. On a écouté la perspective de Christophe. Quelle est ta perspective à toi ou la perspective OBS sur l'approche accompagnement dans le long terme? Oui, ouais, merci, bonjour à tous. Ma perspective, en fait, c'est que je dirais que la chose que je pense qu'on a réussi à faire très clairement, c'est d'avoir su monter nos équipes sur des pratiques, et on parlait de méthodologie tout à l'heure, qui ont permis d'optimiser vraiment la valeur du cloud, très concrètement. C'est-à-dire que vraiment, on a mis en place, alors on parlait d'outillage, CI/CD, je vais dire tout ce qui est industrialisation un petit peu des développements, et quand je parle de développement, je parle du développement de l'applicatif, comme du développement de tout ce qui peut être automatisation des déploiements. Mais on peut parler aussi, on peut parler aussi de tout ce qui est en amont, côté développement. Et vraiment, ça, c'était un facteur de succès, et on est assez fiers de ça, en fait. Tout ça. Merci Ronan. Je vois pas de questions qui arrivent. N'hésitez pas à ouvrir le micro si vous voulez parler. Pas comme moi tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de questions, c'est que tout le monde était très clair. Je propose d'en rester là. Je laisse encore un tout petit peu de temps pour poser des questions si jamais il y en a qui arrivent. Oui, d'ailleurs, Gauthier est toujours là aussi, Alexis aussi. Donc, si vous avez des questions plus cloud en général, moins peut-être sur les projets spécifiques dont on a parlé, c'est une bonne occasion. Vous avez une palette d'experts et de points de vue et beaucoup d'expérience en face de vous, d'expériences cumulées en face de vous. Oui, bonjour, j'aurais une question, si vous m'entendez. Oui, bonjour. Très bien. Bonjour. Ça serait pour Hervé et Christophe, mes questions. J'imagine que vous avez fait un benchmark entre différents acteurs du cloud public avant de vous diriger vers Amazon. J'ai entendu qu'Amazon avait effectivement des services et une infrastructure qui vous a engagé vers ce choix. Mais les autres acteurs aussi ont ces mêmes services. Alors le choix d'Amazon, enfin le pourquoi du choix d'Amazon au final? Bonne question. Qui commence? Hervé?
Vas-y, Hervé. Ouais, je peux commencer. Nous, pour répondre, donc oui, on était chez un acteur, un autre, et en fait, c'est pour des raisons de sécurité. Il y avait un point, alors je ne vais pas décrire, mais il y avait un point particulier lorsqu'on a fait avec notre partenaire américain un audit de notre plateforme qui était déjà très sécurisé, qui ne convenait pas à partir de l'audit et cet acteur de cloud, justement, non, il ne proposait pas de solution pour répondre à ce point et Amazon en proposait une. Donc là, ça a été un des facteurs, parce que, encore une fois, nous, ça n'a pas été le premier, même si celui-là a été très important, puisque nous, clairement, l'enjeu, c'était la scalabilité mondiale. Alors, c'est vrai que pour répondre à votre question, il y a au moins deux gros acteurs, voire trois, qui sont aussi mondiaux. Mais à l'époque où nous, on s'est lancé, ils étaient un petit peu moins avancés, un peu moins présents. Encore une fois, là, je crois qu'il n'y a pas de question quant au fait qu'Amazon et AWS est l'acteur à la fois historique et de référence dans le domaine du cloud. Et ça, pour nous, lorsqu'on est, vous remettez déjà il y a 4 ans, donc il y a 4 ans, 2017, donc c'est vrai qu'en 2017, les 2-3 autres qui sont globaux aussi aujourd'hui ne sont pas au même niveau que Amazon l'est à cette époque-là et AWS le sont à cette époque-là. Donc après un certain nombre d'audits, la question se pose, avec qui on part, et les choix sont faits à la fois. Comme je vous l'ai dit, il y avait des aspects vraiment sécurité, mais là, c'était plus par rapport à un acteur qui n'était pas forcément global à l'époque. Mais après, par rapport aux choix globaux, à l'époque, c'était AWS, c'était un choix assez évident. Alors même si aujourd'hui il y a d'autres choix sur le marché, mais on est toujours, nous, à la fois très contents d'être chez AWS, et même si on a été, les autres acteurs sont venus vers nous en nous disant faut que vous veniez chez nous, pour l'instant on n'a pas de raison d'aller chez eux. Et encore une fois, nos grands clients aujourd'hui sont tout à fait satisfaits à la fois de la possibilité de déployer nos plateformes localement à n'importe quel endroit du monde, et tout ça en utilisant les meilleurs standards. Donc c'est à la fois, il y a des raisons précises, techniques précises sur la sécurité, et puis après, c'est vraiment le facteur acteur de référence et toujours un peu en avance, même si les autres arrivent, mais il y a toujours quand même, on peut le dire, de l'avance. Voilà, pour notre part. Pour votre part, et Christophe, parce que vous avez aussi tu as parlé de migration à un moment donné aussi. Et nous, on a réalisé une migration, donc on était déjà dans un cloud. Et notamment sur un framework qui, je dirais, nous a montré certaines limites, où après on s'est posé la question de la migration sur un autre cloud. Donc c'est vrai qu'il y en a trois principalement. On a regardé les trois. Effectivement, il y en avait un qui était un petit peu moins mature. Le choix globalement devait se faire entre deux. On a bien étudié les choses, et je dirais que nous, c'est la résilience qui nous a fait choisir Amazon, puisque on a eu dans nos études, on a eu sur l'autre solution, il y a certains services dont la résilience n'était pas aussi bonne que sur AWS, et comme je le disais, la résilience est un point essentiel pour nos services. Donc c'est vraiment ce point-là qui a fait notre choix en fait. Merci Christophe, merci Ludovic pour la question. Merci à vous. Si tu veux faire un suivi, un follow-up. D'autres questions? Comme écrit Alexis, profitez-en, c'est le moment. Je reprends la parole quelques secondes. À l'écran, vous avez un QR code pour une enquête de satisfaction. Donc, comment utiliser un QR code? Vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo, vous pointez sur l'écran. Donc, c'est un peu à ma gauche là, parce que j'ai un écran assez large. Et normalement, vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Évidemment, elle va être floutée là. D'un formulaire qui va vous prendre 2 minutes à remplir, même pas. C'est très important de nous laisser votre feedback. Virginie a mis le lien également dans le chat, donc merci Virginie. Si vous n'avez pas votre téléphone à portée de main, vous pouvez simplement cliquer aussi sur le lien qui s'affiche dans le chat là. Faites-nous part de votre feedback, de vos commentaires, parce que c'est comme ça qu'on peut améliorer le contenu et le format de ce type de webinaire.
Si il n'y a pas d'autres questions, je vais clôturer la séance et rendre 10 minutes de votre temps. Si, j'aurais encore une question alors. Parfait, allons-y. C'est parfait, on a encore 10 minutes. Excusez-moi. Ouais, non, il n'y a pas de souci, avec plaisir. On est là pour ça. Moi, ça concerne le TCO. Par rapport à une infrastructure actuelle vers une infrastructure cloud. En fait, je ne sais pas comment Hervé et Christophe ont regardé le gain qu'ils auraient pu avoir entre une infrastructure on va dire traditionnelle et une infrastructure cloud, parce qu'au final, effectivement, au départ, de facto, on pourrait se dire une infrastructure cloud me coûte 20 à 30% plus cher qu'une infra traditionnelle, en fin de compte. Et comment ces 20 à 30% supplémentaires qui pourraient être sur le papier, comme ça, on peut se dire, ah oui, à long terme, en fin de compte, je vais avoir mes fameux gains de moins 40%, comme l'indiquait Gauthier tout à l'heure. Très bonne question. Je ne sais pas si je suis clair. Mais... Si, au fait, quand on migre une infrastructure telle qu'elle, vraiment sans rien changer, le cloud est plus cher. Personne ne conteste ça, nous le disons aussi. Mais après, on optimise et c'est là qu'on gagne. On va reprendre dans le même ordre, Hervé et puis Christophe. Oui, alors je dirais que moi, j'avais une expérience. Nous, comme je l'ai dit, on est parti directement sur le cloud parce que je suis un entrepreneur, j'ai fait plusieurs startups avant et on avait avant utilisé des infrastructures dédiées puisque le cloud, même à l'époque, n'existait pas vraiment. Et donc, on avait une idée au niveau de la référence. Donc, c'est clair que au démarrage, quand on démarre dans le cloud, c'est vrai que ça va coûter plus cher que potentiellement d'acheter quelques machines, mais on va vite et c'est là où l'expérience entre guillemets, des DevOps et éventuellement de l'accompagnement avec des sociétés comme OBS est importante parce que très rapidement, en fait, on va très vite en fait gagner en fait par rapport à une infrastructure classique. C'est-à-dire que nous, il y a la question, elle s'est même pas posée encore une fois. C'est-à-dire que si jamais aujourd'hui, voilà, parce que c'est comme ça que la question je devrais me la poser aujourd'hui, c'est si jamais aujourd'hui on devait être dans une infrastructure, on va dire standard, de type notre data center et tout, on serait probablement, nous, ça serait pas 30 à 40%, on serait à x4 ou x5 en termes de coûts par rapport. Parce que quand je parle moi, d'un déploiement d'une plateforme aux États-Unis chez AWS en réplica, ça, une plateforme qui nous permet de gérer d'entrée de jeu plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs, les coûts sont vraiment minimes par rapport à ce que pourrait nous coûter le fait d'aller déployer aux États-Unis une plateforme sur un data center, de louer des machines, d'avoir des coûts d'infrastructure. Encore une fois, on est 3 DevOps. Il y a 3 DevOps chez nous, c'est tout. Et donc, ils gèrent des plateformes mondiales. Donc, on a 6 plateformes chez nous, entre des plateformes de pré-production et tout. On a 6 plateformes à gérer en permanence, à la fois Europe et États-Unis. Et si on devait faire ça sur un data center normal, je peux vous dire, ce ne serait pas 30% d'économie, on serait à x3 ou x4 minimum en termes de coûts par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui chez Amazon. Et je ne dis pas qu'Amazon, on fait des efforts tous les jours. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des petites surprises lorsqu'on lance un outil nouveau, qu'on fait des tests, par exemple sur un outil nouveau d'audit, de log, d'analyse de log et tout. D'un seul coup, on va avoir une facture. Mais ce qui est à la fois... Il y a des fois des aspects comme ça où il peut y avoir une montée en charge très rapide parce qu'on fait des tests et on va faire un espèce de proto et ça va monter. Et là, on va se dire, oh là là, Hervé, j'ai dépensé beaucoup plus que prévu et j'avais pas forcément anticipé. Donc, on peut avoir des petites surprises, mais très rapidement, en fait, voilà, on sait revenir à un niveau qui est encore une fois sans commune mesure avec ce que nous coûterait une plateforme en data center normal. Nous. Alors, de notre côté, compte tenu de l'aspect global, donc là, il n'y aurait pas photo. Et Christophe, vous avez observé la même chose? Je rejoins un peu l'analyse qui a été faite par Hervé. D'autant plus que lorsqu'on a créé la société NowCP, qu'on a commencé à déployer et développer notre solution, on a créé, en fait, il y a eu une deuxième société créée. Et cette deuxième société, toujours dans le monde financier, mais on a fait le choix d'une infrastructure physique. Donc, je peux comparer, je dirais, les deux. Le cas où on a une infrastructure physique et le cas où on a une infrastructure cloud. Et c'est pas du 40%. Je rejoins totalement Hervé. On n'est pas sur il y a de l'OPEX, CAPEX, on va pas rentrer dans les détails. C'est complètement différent. Mais on est 4, 5, 6 fois plus cher sur du physique. Parce que, effectivement, il y a donc l'investissement sur les serveurs. On sursize bien souvent. C'est
on perd énormément en agilité. L'automatisation et les ressources qu'il va falloir amener sur une infrastructure physique sont extrêmement chères. Les équipements de sécurité, je me rappelle les chiffres sur les équipements de sécurité dans une infrastructure physique, c'est extrêmement cher. C'est alors que voilà, on va trouver, je dirais, des fonctionnalités totalement équivalentes à moindre coût sur AWS. Voilà, je dirais que c'est même pas comparable. On n'est pas à 40%. Ça, j'en suis certain. Je sais pas exactement. Je pourrais pas donner un chiffre, mais il y a un facteur multiplicatif très très important. Très bon. Et d'autant plus que une autre chose qu'il faut bien regarder, c'est voilà, la maintenance de ces serveurs, le changement tous les 3 à 5 ans. Enfin, ça va dépendre des types d'équipements. Voilà, les coûts de renouvellement sont aussi extrêmement importants. Je dirais. Bon, il faudrait vraiment faire la somme de tout ça, et je serais pas étonné qu'on soit même à des facteurs 10. Waouh. Je suis d'accord. Ludovic, ça répond à la question? Oui, très bien. Je vous remercie. Est-ce que vous avez aussi une question pour Hervé, Christophe, Ronan, Gauthier, Alexis, OBS, AWS, NoCP ou Privoni? Bon, ben voilà, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. Merci Ludovic pour vos questions. Merci à Hervé et Christophe d'avoir répondu en toute honnêteté, toute franchise et avec autant de détails. Alexis et Gauthier d'avoir échangé vos points de vue sur les migrations cloud, les aspects coûts et sécurité au début. Merci à vous toutes et toutes d'être restés jusqu'au bout. Presque tout le monde est resté au bout. Je regarde le compteur. Oui, presque tout le monde est resté jusqu'au bout. Merci à Laurent aussi d'avoir fait le mot d'introduction. N'oubliez pas l'enquête de satisfaction, elle est toujours là, et toujours dans le chat aussi. Vous pouvez cliquer, mais le chat il va disparaître dès qu'on fermera cette fenêtre là. Et puis elle reste à l'écran. À très bientôt. Passez une bonne après-midi. J'espère qu'il fait beau chez vous. Et puis et bon week-end bientôt. C'est jeudi, on peut déjà commencer à dire bon week-end. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.